Surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, les médicaments coupe-faim vont-ils nous sauver? Extrait de la webconférence organisée par le fonds Solid Grounds, structure scientifique d'intérêt général, et par Planet Score, l'étiquette indépendante qu'il détient. Une conférence pour déminer un grand nombre d'idées reçues sur l'alimentation et la santé. Ce dont on va parler ce soir, c'est la partie du bas de l'étiquette complète qui s'appelle étiquette de transparence intégrale, avec laquelle certaines entreprises travaillent, très souvent plutôt en coulisses, c'est-à-dire pour prendre conscience des enjeux sur les enjeux de rémunération des producteurs, d'origine des matières premières, mais également d'ultra-transformation. Donc voilà ce sur quoi on va pas mal discuter ce soir. C'est cette partie-là de l'étiquette, l'ultra-transformation, ou on pourrait dire aussi la mal-transformation, parce que ça inclut également des aspects de sous-transformation. On a pu le constater dans vos questions, beaucoup de questions sur effectivement comment, en termes de santé publique, on en est rendu où on en est rendu aujourd'hui. Le constat n'est quand même pas très positif. Beaucoup également de choses un peu sensibles, hein. On est dans un sujet alimentaire, c'est facile de se sentir soit très sûr de soi, soit facilement heurté dans des discussions. Enfin, on voyait beaucoup de choses comme ça dans les questions, notamment autour du végétarisme et de la viande. C'est vraiment un sujet qui cristallise pas mal d'attention. Le constat qu'on peut faire quand même, c'est que visiblement, il y a une perception que les recommandations nutritionnelles sont en retard aujourd'hui sur l'état des connaissances, et on va pas mal partager sur ce point. Donc, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que les politiques publiques en lien avec santé et alimentation ont pour l'instant échoué, que certains axes d'éducation alimentaire depuis 60 ans ont probablement contribué à aggraver l'épidémie actuelle de maladies non transmissibles, et que certains industriels veulent porter des promesses santé auprès de leurs clients, ce qui est très louable, mais s'appuient aujourd'hui sur des dispositifs, notamment publics, qui posent quand même certaines difficultés avec des risques de health washing. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris le surpoids comme clé d'entrée principale de ce webinaire-ci? D'abord parce que c'est en lien avec tout un tas d'autres problèmes de santé. C'est pas le seul fait d'être voilà, un peu enveloppé, c'est pas ça le sujet. Ça va nous permettre de toucher beaucoup d'autres sujets. Disclaimer, malgré tout, en cas de pathologie, évidemment, un suivi par un professionnel de santé bien formé sur ces sujets est indispensable. Donc, le webinaire n'est pas, n'est pas un endroit de conseil médical. Il n'y a pas d'aliments, de pilules ou de thérapie miracle. C'est également, ça fait partie des questions qui nous ont été posées. Donc, spoiler, il n'y aura pas de miracle à la fin de ce webinaire. Ce sont vraiment des approches globales qui permettent d'envisager les choses correctement. Sachant qu'on est quand même aujourd'hui dans une situation où les consommateurs sont confrontés à de l'inflation et où le premier critère d'achat des produits alimentaires, c'est le prix. Donc, on a quand même un véritable enjeu aujourd'hui sur la façon dont on arrive à informer pour aller au-delà de cet effet prix qui n'est pas forcément très favorable aux produits qui seraient les plus favorables à la santé, on va le voir. Donc, pour terminer sur les constats, c'est une publication, donc vous aurez bien sûr toutes les publications à l'issue du webinaire, enfin tous les liens pour les retrouver. Publication à l'échelle internationale qui liste continent par continent l'état des lieux en 90 et en 2022 pour les femmes et pour les hommes. Là, j'ai mis simplement les femmes. Et vous avez couleur par couleur les différents continents et la progression sur ces un peu plus de 30 années de l'obésité. Alors, on ne parle pas de surpoids, hein. La partie rouge, c'est vraiment le pourcentage entre 0 au centre et 100 à l'extérieur d'obésité au sein des populations de chacun de ces pays. Et la partie bleue, c'était la sous-nutrition, la malnutrition. Donc la sous-nutrition a beaucoup reculé. Mais par contre, ce que vous voyez à l'échelle de 30 ans, c'est que l'obésité atteint des niveaux extrêmement élevés. Alors, un peu partout. Certains continents sont plus touchés que d'autres, mais globalement, on voit que la progression est quand même très forte. On a aujourd'hui un peu plus d'1 milliard de personnes qui sont obèses. Et là, je ne parle à nouveau pas de surpoids. Une femme sur 6, un homme sur 7. C'est un phénomène qui est extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité, dans l'écologie humaine. Et globalement, on a aujourd'hui, enfin, vous voyez, des pentes qui sont extrêmement fortes sur l'augmentation de ces pathologies. Le diabète augmente à proportion avec une arrivée sur le marché d'antagonistes du GLP-1 qui connaissent, comme vous le savez certainement, un certain succès. On en parlera très rapidement tout à l'heure. Ça faisait partie également des questions que vous avez posées. Quand même, on se retrouve aujourd'hui confronté à un problème de coût, c'est-à-dire que tout ça coûte très très cher en réalité, au-delà des souffrances que ça impose à une bonne partie de la population.
le diabète, les maladies, toutes les maladies, syndrome métabolique globalement, euh, coûtent extrêmement cher à chacune de nos collectivités. Ça, c'est un rapport qui a été fait par la Haute Autorité de Santé britannique l'an passé et qui tirait la sonnette d'alarme en expliquant que en fait, le Royaume-Uni ne peut pas payer pour aujourd'hui les diabètes de type 2, l'obésité, le surpoids, notamment, qui démarrent très très jeunes maintenant. Et on sait ce que ça coûte ensuite dans une vie complète, donc vie adulte. L'OMS a fait le même constat, je vais passer très rapidement là-dessus, mais ainsi vous aurez les références, en expliquant qu'il y avait 4 secteurs aujourd'hui qui provoquaient le plus de mortalité non naturelle, on va dire, et les aliments ultra transformés euh, sont un de ces 4 secteurs. Donc l'OMS a demandé à ce que l'environnement de consommation soit modifié, notamment les pratiques de marketing, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et il est vraiment grand temps, enfin, à notre sens, que l'ultra-transformation devienne effectivement un vrai sujet, également un sujet pour les consommateurs qui sont en attente de cette information. On partagera quelques informations consommateurs là-dessus. On aura un webinaire spécifique parce que vous aviez beaucoup de questions sur les attentes consommateurs, sur les différents sujets de durabilité de l'agroalimentaire, donc la santé, mais également l'ultra-transformation, mais également l'environnement ou le mode d'élevage. Donc, on fera un webinaire d'1 heure spécifique là-dessus. Voilà, donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais on est aujourd'hui voilà, confronté à ça, un marketing agressif, une offre surabondante. On est à plus de 3500 calories par jour et par personne. Donc, on a quand même eu un réel problème de visiblement pas arriver à satiété. Et l'information actuelle sur l'alimentation, ce que c'est qu'une alimentation favorable à la santé, est quand même très déficiente. Ça, c'est juste un petit clin d'œil. Merci au docteur Liberati qui avait posté cette image en expliquant qu'on a quand même effectivement un petit problème à l'échelle globale. Ça se voit, c'est à l'échelle de 60 ans. Plus de 20% moins de 20% pardon, des adultes américains ont aujourd'hui aucun paramètre de syndrome métabolique. Donc, on est quand même en grand, ça c'est également un autre terme qui a été utilisé par David Nicolas, burn-out métabolique. Et voilà ce qui nous est vendu dans la publicité. Ça, c'est le fantasme. Et voilà la réalité de où on en est aujourd'hui. Alors, pas tout le monde, pas à ces niveaux-là, mais quand même, on prend un chemin qui n'est pas terrible. Et pour terminer sur les politiques publiques, ça, c'est une publication qui vient de sortir et qui montre que, donc ça, c'est dans un essai qui est contrôlé sur 8 semaines, en suivant le guidelines, donc les recommandations nutritionnelles américaines, qui sont très proches des nôtres, c'est-à-dire low fat, etc., en ayant 2 groupes, un groupe qui s'alimente junk food classique et un groupe qui s'alimente en respectant strictement les guidelines nutritionnelles, ils n'ont quasiment aucun impact sur l'insuline, la glycémie, la résistance à l'insuline et le bilan lipidique. Voilà, donc ça fait partie des sujets qu'on va voir aujourd'hui. Je ne rentre pas dans les détails de la courbe d'augmentation, puisque là, on a parlé un peu à l'international. En France, du diabète de type 2, de l'obésité, qui suit le même type de pente, et puis l'espérance de vie à la naissance qui certes augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé qui n'augmente plus. Donc, voilà, à voir si ces courbes continuent à pointer plutôt vers le bas. Mais globalement, ça, ce sont des points d'attention qui nous ont été soumis par notamment la Massif, qui est intervenue sur un webinaire précédent pour donner ces chiffres et notamment le point sur à nouveau l'économie, c'est-à-dire qu'au-delà de la souffrance voilà, des individus, on a aussi un problème économique qui est que c'est extrêmement coûteux et qu'on ne sait pas, à l'échelle d'une collectivité, payer pour tout ça. Donc, on a un régime d'ALD qui est en train d'exploser à cause de maladies de civilisation qui sont évitables et dans lesquelles l'alimentation joue clairement un rôle clé. Voilà, donc pour terminer, avant de donner la parole à Anthony Fardet, on est quand même dans un système où à la fois les limites planétaires sont largement dépassées du fait notamment de l'agroalimentaire, et puis une crise sanitaire qui se double d'une crise sociale et économique. Et les coûts de réparation augmentent et certains dommages ne sont pas forcément réparables. Juste sur la question du coût, sur les médicaments coupe-faim, ceux qui ont regardé le Super Bowl aux États-Unis ce week-end ont sûrement vu cette vidéo qui a fait grand bruit pour un médicament. Donc ça, c'est des extraits de la vidéo. Ils y vont très très cash pour vendre un GLP-1 qui est un générique que chacun peut acheter, évidemment avec un contrôle médical. Mais globalement, ce que montre aujourd'hui, donc ça, je vais passer très vite, mais il y a 4 études qui sont sorties sur qu'est-ce qui se passe quand les gens arrêtent les GLP-1. Donc, juste en termes de contexte, puisque ça faisait partie aussi des questions, euh, c'est une bonne solution pour perdre du poids.
Mais alors, je vous les montre très vite et vous pourrez les consulter plus longuement pour ceux que ça intéresse. Mais globalement, dès qu'on sort du GLP-1, on a une réaugmentation du poids. Donc là, c'est à l'échelle de semaines. Ça va quand même assez vite. Pareil, même système là, entre deux bras. On voit le même type de courbe, un effet rebond. Et puis, troisième essai qui a exactement le même type de courbe. Alors, pour te donner de l'espoir quand même, parce que voilà, c'est quand même une bonne façon de voir qu'on peut perdre du poids, cette dernière étude qui montre, qui n'est pas de la même nature que les autres, puisque là, elle n'est pas randomisée, etc. Mais celle-ci montre qu'avec un accompagnement nutritionnel, avec ou sans GLP-1, au moment où on arrête le GLP-1, on peut garder ou reprendre assez peu de poids et le maintenir dans la durée. Donc ça, c'est un signal positif qu'avec une information et un accompagnement nutritionnel, donc là, c'est des gens qui sont accompagnés par des nutritionnistes et des médecins, on peut arriver à sortir du GLP-1 sans forcément avoir un effet rebond, mais pas si on, voilà, si on revient à ses habitudes antérieures. Ça clairement, ça ne marche pas.